à tous, bienvenue dans Ciné Série et compagnie. À quelques jours de Noël, nous avons dans notre hôte des héros de séries cultes, des films indispensables et quelques théories philosophiques qui vont changer votre existence. Elle est l'une des plus talentueuses actrices françaises, elle est la star de notre super interview. Karine Viard nous parlera de son travail en langue des signes pour le film La Famille Bélier, un véritable enchantement qui cartonne déjà sur les écrans. Vous retrouverez bien entendu vos rubriques habituelles, le détail qui tue ou encore l'extra interview avec cette semaine une découverte. Un jeune philosophe allemand, Marcus Gabriel, il développe une théorie qui fait beaucoup parler. Le monde n'existe pas. Et là, j'angoisse, quel dommage, tout ça pour rien. Ce qui est rassurant en revanche, c'est qu'il est très fan de séries. Oui, mais si le monde n'existe pas, alors les séries n'existent pas, c'est vertigineux. Enfin, dans le screen parfait, du concret, je vous rassure, mais toujours de l'impalpable, avec une leçon de mise en scène enthousiaste signée Régis Varnier autour de son nouveau film Le Temps des aveux. Mais tout de suite, Isabelle Claire ne garde comme chaque semaine que le meilleur du petit et du grand écran. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes. Le coup de cœur de la semaine est géorgien et magnifique, et bonne nouvelle, c'est du cinéma d'auteur à la portée de tous. L'histoire de la Terre éphémère, c'est celle d'un grand-père et de sa petite-fille qui essaient d'apprivoiser la nature et l'un l'autre par la même occasion. Peu de dialogue, mais une caméra très mobile et un réalisme incroyable. Pourtant, l'île a été créée de toutes pièces par un production designer. Oh, la magie du cinéma! Le comeback de la rentrée, ce sera le sien, celui de Marie Gillin. Dans Valentin, Valentin de Pascal Thomas, elle sera Claudia, une femme sensuelle à l'instar de sa Vénus à la fourrure, visible en ce moment au théâtre. Et elle tournera autour du mystérieux Valentin. Mais qui est vraiment ce jeune homme? Suspense. Laisse-moi t'aimer tranquillement. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que vous allez pouvoir revoir Breaking Bad de A à Z. La série aux 6 Grammy Awards est la représentation de la meilleure évolution qu'on puisse souhaiter à un personnage de série, en l'occurrence un petit prof de chimie qui bascule du côté obscur. Cahill and Kubi and take your cut. The rest is mine. Insurance in case I need you. In case you need me, I'm thinking the probability is high. Just find Jesse. Keys. Avec cette très belle intégrale, le showrunner Vince Gilligan prouve qu'il maîtrisait son intrigue dès les premiers épisodes. Classe! J'étais chef régional, je dirigeais une vingtaine de magasins. Ils m'ont mis sur la touche parce que les chiffres réfléchissaient. Vous savez, votre fils, il joue vraiment très bien. Ça, c'est bien, Hugo, c'est bien, ça. Allez, on y va! La nature est injuste, ce jeune homme a un cœur rare. Il va être inusable. La bonne surprise de la semaine, c'est ce premier film signé Stéphane de Moustier, grand frère de la comédienne Anaïs de Moustier, qui s'est servi de sa propre expérience de jeune tennisman pour écrire son scénario. Produit par les frères Dardenne, starring Olivier Gourmet en cadre de la grande distribution qui vient d'être licenciée, ça sent le film social, mais aussi une belle histoire de transmission sur fond de cours de tennis. Même si c'est de la fiction, c'est des histoires qui pourraient exister, ce sont des vrais personnages. Ce ne sont pas des êtres magnifiés ou des héros, c'est monsieur et madame tout le monde avec leur vie. Et il n'y a rien de plus qui me touche que les gens dans leur vie au quotidien. Non mais excusez-nous, on était ralenti à cause des travaux sur la rocade. On vient de Villeneuve-d'Ascq. De toute façon, monsieur a déposé une réserve technique. Voilà. Mais c'est absurde, il faut le jouer, on est venu jusqu'ici. Je sais pas, vous auriez eu 15-16 minutes de retard, mais là, c'est 30 minutes. Mais non, c'est 25 minutes. Non, c'est 30. Non mais N'exagérez pas raison non de plus, vous avez attendu, maintenant les enfants sont là pour jouer et qu'ils jouent. Il y a la règle, il y a l'esprit, là, c'est ridicule, non? Je suis d'accord avec vous, mais il faudra le dire directement aux personnes qui font le règlement. Moi, je ne fais qu'appliquer. Hugo. Le film, il passe son temps, je crois, à montrer qu'il y a des résonances entre ce que vit le petit tennisman et ce que vit le père, donc dans tout autre domaine. Mais bien sûr que si, vous pouvez faire quelque chose, vous êtes responsable. Oui, justement, je suis responsable, j'applique le règlement. Mais changez-le, le règlement. C'est pas moi qui vais le changer, je vous l'ai expliqué. Les règlements, ça se change tous les jours. Moi, la responsabilité que je me suis donnée, et que j'aurais envie de me donner si je continue à faire des films, c'est d'interroger la société dans laquelle on vit, de questionner le monde dans lequel on vit. Le tennis comme modèle réduit de la société, une idée forte pour un premier film qui interroge la masculinité et son pouvoir. Ne quittez pas dans quelques instants la rencontre de Michael C. Hall, Don Johnson et Sam Shepard dans un thriller qui magnifie les années 80.
Aujourd'hui, ouvrez grand les portes. J'ai rendez-vous avec une Rolls d'actrice Karine Viard. Sans esbrouf, sans effet de manche, elle peut interpréter avec la même grâce une amoureuse envahissante, une fille mal dans sa peau, une femme malade ou un lieutenant de police. Elle est une fois encore bluffante dans La famille Bélier de Éric Lartigot, où elle incarne une agricultrice sourde et muette et nous fait passer avec ravissement du rire aux larmes. Alors, comment Karine Viard a-t-elle travaillé en langue des signes? Comment son jeu s'est-il trouvé modifié sans la parole? Rencontre. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. Mais je comprends pas. Je mets la crème tous les soirs dans mon vagin. Et pourtant, la mycose de ta mère s'est étendue. Dis-moi, est-ce que ton père aimait la crème que je lui ai prescrite? Papa, tu mets la crème du docteur? Ouh, la crème. Tu la mets, oui ou non? Comment non? Pourquoi tu la mets pas? Quand je la mets, ça fait des grumeaux. Ah oui. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Comment vous l'avez abordé au départ, la langue des signes? Comme n'importe quelle autre langue, entre guillemets? On m'a trouvé un prof extraordinaire qui est vraiment devenu un ami, qui s'appelle Alexei, qui a su me transmettre voilà, son envie de communiquer avec les entendants et son identité de sourd qui fait que voilà, il m'a ouvert la porte d'un monde que je connaissais pas. Il m'a appris un peu de la culture sourde et c'était une aventure passionnante. C'est assez drôle parce qu'il a fait venir un copain à lui un jour parce qu'il a dit « Je trouve que tu parles vachement bien. Je me demande si je suis tout à fait objectif. » Parce que comme on s'aimait beaucoup, il me dit « Je vais faire demain, je viens avec un copain à moi, tout ça, pour voir comment il te comprend, comment toi tu peux le comprendre aussi, etc. » Et il a dit à mon prof « Elle parle sourd comme toi. » Ce qui est très drôle, mais en fait c'est vrai. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est comme si tu apprends à parler français avec un mec à l'accent. Et ben, tu parles français comme lui. Et donc, moi, je parle sourd comme lui. On parle sourd pareil. Ouais, donc, il y a différentes langues dans la langue, c'est ça qui est joli. joli. Oui, parce qu'il m'a appris les signes comme lui, il les fait. Le signe, c'est vraiment ça, par exemple. Mais sauf qu'il y en a un qui va faire comme ça. Et du coup, toi, tu le regardes et puis tu apprends à faire le signe comme ça, alors que l'autre va le faire comme ça. Je sais pas. Donc, je parle sourd comme lui, en fait. C'est peut-être pas le vrai de vrai, la cheval de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Parce que j'avais peur que vous pensiez que je vous abandonne. Ah, je suis un bébé. C'est pas toi qui m'as dit que j'étais une femme maintenant? J'ai eu mes règles 2 fois et je me la raconte. Ah ben sympa, merci. Et vous qui êtes si à l'aise avec les mots, si plutôt extraverti, l'idée de vous taire, ça vous a fait J'ai adoré. J'ai adoré, mais parce qu'il faut trouver un autre endroit d'expression. Et en fait, les sourds, ils sont très, très expressifs physiquement. Parce que, par exemple, ce qui me vient le plus, c'est pleurer. Pleurer, c'est ça, comme ça. Tu pleures. Bon, si tu pleures beaucoup, tu fais vraiment « Ah », tu pleures beaucoup. Mais si tu pleures énormément, tu pleures comme ça. C'est là que tu pleures comme une vache. Donc vraiment, rien que l'expression, c'est pas seulement le signe en lui-même. C'est vraiment l'expression qui... Donc ça, moi, j'ai adoré. C'est pas du clown, hein, mais il y a quelque chose qui a quand même à voir avec ça. Tu te regardes pas, t'essaies pas de faire la jolie, t'es pas sous ton bon profil, parce que tu fais des grimaces pour te faire comprendre. Tu fais quoi ? Donc ça, c'était intéressant, j'aimais bien. Est-ce que vous aviez peur parfois d'être trop expressive? Si. Et d'ailleurs, je le suis énormément. Mais déjà, dans la vie, je le suis beaucoup. Donc, quand j'ai vu que c'était ça... de traduire la langue des signes ou de rentrer dans la langue des signes, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir me laisser aller. Oui, mais je ne pouvais pas et bien faire mon travail et sans arrêt me censurer. Je voudrais que vous me racontiez le moment où vous avez oublié de ne pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Une scène où vous jouez entièrement en langue des signes, il n'y a jamais eu un moment où la parole est revenue sans que vous le vouliez? Ah non, jamais. Absolument jamais. Non, jamais. Jamais? Jamais. Non. Comment vous expliquez
que jamais ça soit... C'est tellement naturel de parler. Même pour transmettre une émotion et tout, inconsciemment, vous auriez pu... Non, pas pour moi. Je pense que je me suis mise sur les rails, dans un personnage, et ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Moi, en plus, pour le film, j'avais une perruque et tout ça, donc t'es quand même un peu déguisée. Donc il y a le moment où tu mets ton costume. Et ne pas parler, ça fait partie du costume. Est-ce qu'on peut s'empêcher d'entendre? C'est marrant que vous me posiez ça comme question, mais en fait, ça, c'est vraiment le cœur même du travail de l'acteur. C'est-à-dire que, objectivement, on entend, mais objectivement, on n'entend pas. C'est-à-dire que quand tu joues, quand tu es acteur, il y a un côté de toi qui est complètement connecté. C'est-à-dire, par exemple, là, je parle avec vous, je suis en même temps tout à fait consciente qu'il y a 2 caméras, qu'il y a quelqu'un qui prend le son, qu'il y a une autre jeune fille, tout ça. Et en même temps, il y a un autre côté de moi qui l'oublie absolument et qui me fait être à l'endroit où je dois être et oublier tout le reste. C'est partagé en 2. Et là, c'est pareil, en fait. Et quand les scènes, en général, sont très réussies, c'est les scènes où tu as oublié tout ce qu'il y avait autour, que tu es tellement dedans. Et c'est pas seulement une histoire de concentration, c'est une histoire d'abandon, je crois. Oui, la télé arrive, super. Vous avez quand même une vraie capacité à être aussi crédible dans un rôle d'inspecteur police, de mère de famille. C'est important pour vous de pouvoir vous fondre dans la masse, entre guillemets? C'est une chance. Je le décide pas, mais c'est une chance, vraiment. De pouvoir, de ne pas être cantonné à un milieu ou quelque chose comme ça. C'est une chance. Ça se travaille pas? Je crois pas. Je crois pas. C'est aussi... par exemple, j'ai un physique qui fait que je peux facilement être déguisée, sans faire déguiser, je veux dire. Je peux avoir des fringues pourries sur le dos, ou au contraire, des fringues super chères, et à chaque fois, il y a quelque chose qui marchera avec un déguisement ou un autre. Et ça, c'est une chance, c'est pas moi qui le décide. Vous pensez que vous pouvez tout jouer? Non. Je pense que je peux pas du tout jouer. Je pense que je ne peux pas jouer... Je pense que je ne peux pas jouer ce que je ne peux pas concevoir. Mais je peux concevoir beaucoup de choses. Je peux pas jouer, par exemple... Qu'est-ce que je peux pas jouer? Il y a plein de choses que je peux pas jouer. Je suis quand même soumise à un physique. Je peux pas jouer une anorexique. Je pourrais jamais jouer une anorexique. À votre avis, ça pourrait être quoi votre plus grand défi d'actrice? Jouer un homme ou un enfant. Ou un animal. J'aimerais bien. Les 3, j'aimerais bien, je vous avouerai. Mais bon, c'est quand même un peu difficile à avaler, mais j'aimerais bien. Ça doit être pas mal de se mettre dans la peau d'un homme, comme ça, le temps d'un film, voir un peu ce que c'est. Ou un animal, ouais. Je ne m'enfuis pas, je vole. Animal, viril, enfantine, mais vous l'êtes, chère Karine, devant la caméra d'Éric Lartigot, qui signe avec la famille Bélier une merveille de comédie. Je vole. Je vole. Cette semaine, dans Le Détail qui tue, un outil indispensable pour s'y retrouver dans l'océan de séries qui nous submerge depuis des années. Une sélection de 200 séries incontournables est désormais disponible en ligne, après des heures de débat entre le spécialiste série de Télérama et une autre journaliste série dont on taira le nom, mais dont vous entendez la voix en ce moment même. Le tout est consultable sous forme d'un plan de métro, et voilà comment ça fonctionne. Chaque ligne correspond à une catégorie, comme animation, fantastique ou science-fiction. Vous choisissez ce que vous voulez regarder, par exemple un chef-d'œuvre, puis vous cliquez sur la série qui vous intéresse, genre Six Feet Under ou Battlestar Galactica, et hop, toutes les infos apparaissent sous vos yeux ébahis. Moments ago, this ship received word of a Cylon attack against our home worlds is underway. As of this moment, we are at war. All right, we can take 3 more people. Give it up my seat. Si vous avez plutôt envie de vous marrer un bon coup, il y a la ligne humour avec de la grosse comédie qui tâche comme Kenny Powers, Arrested Development ou la formidable VIP. You're smart and beautiful. Yes. I could maximize your chances of becoming the most powerful person on Earth. I'd rather be shot in the face than serve as vice president again.
Seriously, in the face. Pour découvrir de nouvelles séries ou râler sur notre classement, cet outil est pour vous. On sait maintenant à quoi vous passerez vos vacances de Noël. Chaque semaine, l'Extra Interview explore les goûts cinéma et séries de personnalités de divers horizons. Et aujourd'hui, notre invité est un jeune prodige allemand, il n'a pas 35 ans, parle 10 langues et est le plus jeune titulaire à une chaire de philosophie, matière qu'il enseigne dans le monde entier. Marcus Gabriel représente le mouvement des nouveaux réalistes, ces philosophes pour qui le monde n'existe pas, ne vous inquiétez pas, il va tout nous expliquer. En tout cas, ce qui existe pour lui, c'est le cinéma et la série, ces œuvres qui nous permettent de nous élever. Marcus, je peux vous appeler Marcus? Oui, oui, oui. C'est très bien. Est-ce qu'un philosophe regarde des films et des séries comme nous? Ou est-ce que ça déclenche automatiquement chez vous des réflexions qu'on n'a pas, nous, particulièrement? Oui, évidemment, un philosophe veut toujours interpréter ce qu'il voit. Hein. Donc, il y a peut-être une approche un peu différente de tout le monde. Mais quand même, on est un être humain. Je ne pense pas que les philosophes sont très spéciaux hein, dans ce sens-là. Mais on emploie en tout cas la réflexion pour mieux comprendre ce qu'on voit. Oui, parce que vous parlez de l'art en général comme d'une matière à penser. Oui, c'est ça. À réfléchir. C'est ça. Je pense que l'art, et l'art, le cinéma, la télévision, qui est évidemment une forme de l'art, c'est en réalité une expression plus claire des idées philosophiques qu'on trouvera dans la tradition de la philosophie même. Plus clair? Oui, beaucoup plus clair. Ce que fait le cinéma, c'est une monstration des concepts en matière d'image, donc plus clair. Par exemple, la série télévisée Seinfeld. Qu'est-ce que nous montre Seinfeld? I did it! It's over! You did it? What happened? I told her! In the kitchen, which was risky because it's near all the knives. Je pense que Seinfeld nous montre la liberté de notre vie quotidienne. Être libre, ça veut dire pouvoir changer. Donc, ce que je suis dépend aussi de mon autoportrait. Donc, je vis dans des représentations que je produis par rapport à moi-même. Donc, je suis une petite série télévisée, comme tout le monde. I started with the word listen. I said, listen, Marlene. And the next thing I know, I'm in the middle of it. And there's this voice inside of me going, you're doing it, you're doing it. And then she started to cry, and I weakened a little bit. I almost relented, but the voice, Jerry, the voice said, keep going, you're almost out. It's like I was making a prison break, you know, and I'm heading for the wall, and I trip, and I twist my ankle, and they throw that light on you, you know. À quel moment vous vous êtes rendu compte, en regardant des films ou des séries, à quel point c'était un reflet du monde, à quel point c'était une ouverture sur la société? À quel moment ça a changé pour vous? Oui, je pense que ça s'est arrivé. La première fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai eu cette impression que toute la réalité américaine, c'est comme dans un film. C'est-à-dire, l'idéologie américaine s'exprime à travers des films. Les films, le cinéma, etc., c'est un miroir de la société même. Et ça m'a changé. Peut-être ça m'a défini. Peut-être je ne suis que la totalité des images qui me sont arrivées dans mon enfance. Alors, votre ouvrage s'appelle « Pourquoi le monde n'existe pas ?» Et en fait, j'ai rencontré Abdel Malik, qui est un écrivain, poète, rappeur et maintenant réalisateur français, qui nous disait... Abdel Malik n'existe pas parce que Abdel Malik, c'est la somme de plusieurs personnes. C'est la somme de rencontres, c'est la somme de personnes qui font qui je suis au quotidien, qui m'accompagnent, à la fois dans ma démarche artistique, dans ma démarche de vie, dans ma famille. Donc la réalité, c'est qu'on est la somme de tout ça. Forcément, on a pensé à vous en entendant ça. Je pense que Abdel Malik est, comme moi, un nouveau réaliste. Il a assez bien compris la vérité plus cruciale de la philosophie contemporaine.
L'idée fondamentale, c'est très facile à comprendre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire exister? Il y a beaucoup de choses. Hein. Par exemple, il y a la France, l'Europe, les licornes, par exemple, dans des films. Il y a donc beaucoup de choses. Hein. Mais y a-t-il un espace, un lieu où toutes les choses qui existent apparaissent? Hein? Y a-t-il un espace qui englobe tout? Et je nie ça. De dire que le monde existe et de dire qu'on peut délimiter tout ce qui existe dans un seul et même lieu, c'est couper l'imagination, couper le fantasme. Ouais. Et ce qu'est un moteur de l'imagination, c'est ce dont on parle, c'est le cinéma, c'est la série, c'est l'art. Absolument. Je pense que l'imagination est autant que réelle que le réel même. Je ne pense pas qu'il y a une hiérarchie entre la réalité fondamentale, le monde, etc., et notre imagination. Pourquoi? Pourquoi penser que les fantasmes sont moins réels que la réalité? Pourquoi? Je pense que ça, c'est une erreur de la tradition de la philosophie, introduite par les philosophes il y a plus que 2000 ans. Et ça, cette espèce de besoin, finalement, d'arrêter de séparer réalité et fantasme, même si on sait ce que c'est la réalité et on sait ce que c'est le fantasme. Pour l'illustrer, vous parlez de certains cinéastes, Nolan ou David Lynch, qui, par exemple, dans Inception, s'amusent à briser toutes ces frontières et à nous perdre, en fait, dans ce qu'on regarde. Oui, c'est ça. Inception, le Matrix, tous les néo-noirs de David Lynch, etc., nous montrent absolument qu'il n'y a pas de frontière absolue entre imagination et réalité, entre ce qui est et ce qu'on pense qu'il est. Donc, notre pensée, notre imagination, tout notre être humain n'est pas une illusion. Et ça, pour beaucoup de philosophes, c'est assez difficile à accepter leur propre existence. Mais moi, étant donné que je suis optimiste, j'aime exister. Pourquoi nier la créativité de notre pensée, la créativité de notre liens sociaux, etc. Et bon, par rapport à toujours cette histoire de monde n'existe pas, et donc de non-délimitation de ce qui nous entoure. Quel est votre rapport, même si c'est un truc qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, avec le mot « the end » à la fin des films? Si on lit les théories classiques du cinéma, l'idée était que le cinéma, c'est un monde clos, une totalité glacée. Donc, c'est une image d'un passé qui n'existe plus et qui est limitée. Mais les séries ouvrent la limitation du cinéma. Et ça, selon moi, explique leur grand succès. Parce que c'est cinéma sans fin. Bon, malgré tout, il y a eu une fin à Breaking Bad. Oui, c'est... Comment vous réagissez à une fin de série avec philosophie, en vous disant, bon, faut bien que ça s'arrête à un moment, je sais pas. Ou est-ce que, comme moi, vous êtes très énervé, vous avez envie de casser votre télé, vous vous sentez trahi et abandonné? Oui, c'est ça. Je me sens abandonné, trahi, déprimé. C'est la fin du monde pour moi. Vraiment, une bonne série, parce qu'une bonne série nous accompagne pendant des mois, peut-être des années, et ça nous définit. Vous dites, alors, les séries, ça nous définit. Quelles sont les séries et les films qui vous définissent? Oui, Matrix, Inception, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, The Wire, Sopranos, ce sont, je pense, mes classiques. Est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez à vous débrancher et à vous dire, bon, maintenant, je regarde, c'est mon moment, j'ai besoin de me détendre? Non, ça, c'est impossible pour un philosophe. En réalité, c'est la maladie des philosophes. Je pense que c'est un plaisir, mais c'est aussi un drogue. Je suis un drogué des idées. Pour en savoir plus sur l'inexistence du monde et la puissance du cinéma et des séries, plongez-vous dans le livre de Marcus Gabriel. Promis, c'est simple et même très drôle. D'autres réflexions, d'autres confidences, c'est dans quelques instants avec le Screen Parfait et un grand nom du cinéma français, Régis Varnier. 21 ans après son Oscar pour Indochine, il poursuit son exploration de l'utopie révolutionnaire avec Le Temps des aveux, en toile de fond, le génocide perpétré par les Khmers rouges au Cambodge. Mais tout de suite, Isabelle Claire, elle aussi, poursuit son exploration, sa quête du meilleur du cinéma et des séries. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. Là, ou plutôt les rencontres de la semaine, ce sont celles de Michael C. Hall, Don Johnson et Sam Shepard. Ça s'appelle Cold in July. C'est un thriller aussi haletant que drôle. Et ça, c'est la classe au Texas. Richard, I think I heard something.
Michael C. Hall, rompu à l'exercice de la série, prouve ici qu'il est un grand acteur, tout simplement, même avec une coupe mulet. If you do a television series and play a character for 8 years, as I did with Dexter, it's like a marriage. And playing a character in an independent film is like a love affair, you know? What's this? So that's not the guy I shot. I mean, who's in that grave? It was amazing. They're two icons of American masculinity in a way, and for my character to be looking to those two guys to give him cues as to how he can be or the thing that he can aspire to. It was easy to sit in the back seat of a car and want to go along for the ride with them, you know? Et oui, Sam Shepard, au jeu tout en retenue et physique de cow-boy, et l'inénarrable Don Johnson, alias Sonny Crockett, dans Miami Vice, une série des années 80 contemporaine de l'intrigue de Cold in July. So the 80s was a time of excess and largesse. It was a very interesting time. I think it was very inspiring. And plus, my star ascended in the 80s, so come on. Le trio est excellent et le scénario en béton inspiré d'un livre de Joe Lansdale. Quant au réalisateur Jim Mickle, bien connu des aficionados de films d'horreur, il nous tarde de découvrir la série qu'il vient de terminer pour 2015 et qui se passera au Texas. Bah voyons, allez, ciao! Cette semaine, malgré le froid, on ne se décourage pas puisque notre leçon de mise en scène se passe en compagnie d'un immortel, Régis Varnier. Et oui, le réalisateur d'Indochine, notamment, est académicien depuis 2012. Il a rejoint Pierre Schoendoerfer, Jean-Jacques Hano, Roman Polanski et Jeanne Moreau. Celui qui fait souvent revivre dans ses films les sacrifiés de l'histoire confirme cette tendance avec son nouveau long métrage Le Temps des aveux. Le temps, c'est celui de la confrontation entre l'ethnologue français Bizot et Dutch, le bourreau Khmer rouge auquel il doit la vie. Régis, raconter le parcours humain au milieu des grands mouvements de l'histoire, est-il encore le moyen le plus sûr de nourrir l'imaginaire des spectateurs? J'ai l'impression que les gens, nous tous, on n'est pas assez conscients du conditionnement que représentent les endroits, les lieux dans lesquels on vit et l'époque dans laquelle on vit. Régis Varnier a débuté au cinéma comme doublure lumière de Belmondo, et oui. Il aura fallu longtemps à l'homme de l'ombre, d'abord premier assistant de cinéma, devenu le protégé de Chabrol, pour déployer ses ailes. Ce n'est qu'à 37 ans qu'il réalisera son premier film, La femme de ma vie. En 9 longs métrages, il aura souvent filmé Les saisons du cœur, Les destins romanesques, se sera essayé au polar, à la réflexion philosophique et même à une course de vitesse entre athlétisme et cinéma. 25 ans après Indochine et son Oscar du meilleur film étranger en 1993, Régis Varnier repart pour l'Asie dans Le Temps des aveux. Quand on pense à votre cinéma, on peut penser à ça. Patrick Doyle, c'est Indochine. Ouais. Voilà, c'est ça. Patrick Doyle, 6 films sur 9, grande collaboration. Ouais. Et Le Temps des aveux, il n'y a pas Patrick Doyle. Alors, à quel moment vous avez su que pour Le Temps des aveux, vous n'auriez pas besoin de musique? C'est pas besoin, c'est peut-être plus une envie de son. Maintenant, tu dois écrire tes aveux. J'ai pas d'aveu à faire. Si tu me surveilles, tu sais que je suis innocent. Le rapport entre ces deux types, entre Bizot et Dutch, entre le français et le cambodgien, ça n'est pas une histoire traditionnelle, elle ne se rattache à rien. J'ai imaginé sur certaines séquences entre eux de mettre de la musique, c'est choquant. Parce que tout d'un coup, ça introduit probablement plus que des sentiments, des sensations, mais qui ne sont pas justes. Qui sont pas justes, c'est comme ça dérive, mais la musique nous emmènerait où? Alors, pour accentuer le sentiment de réalité, je pense que les sons sont très importants. C'est un travail différent que vous demandez aux gens du son. Donc là, je leur ai dit, la musique, c'est vous. Voilà.
La musique, c'est vous. Leçon de mise en scène là-dessus, ce que je pourrais vous dire, oui, l'idée était de commencer avec lui, de le suivre, que la caméra le dépasse et d'aller jusqu'à la table des, on dirait des juges, hein, des procureurs, tout ça dans un même plan. Alors oui, un plan en mouvement. Et bizarrement, ce plan séquence, vous ne le faites pas, vous l'interrompez, la caméra précède l'action et puis après elle la suit. Et puis après on est dans son dos. Pourquoi vous ne le faites pas en plan séquence? Rythme. Le plan était trop long. Dans ce mouvement, vous y ajoutez un déplacement, celui de la table qui arrive. Donc il y a un mouvement qui en rencontre un autre. Est-ce que c'est pour créer aussi ce sentiment d'urgence par rapport à ce qu'on est en train de vivre? Oui, et puis parce que c'est... Oui, parce que le prisonnier qu'on soupçonne de travailler pour les Américains est arrivé, qu'il faut faire le procès très vite. Ils ont été chercher le chef qui arrive en dernier. En gros, oui, il y a une précipitation à installer la scène du tribunal. Tout ça est en action. Tout est en action. Donc, pour vous répondre, c'est normal que nous aussi, caméra, on soit en action. Est-ce que nous, on peut y voir le simulacre de procès? Il y a comme une forme de théâtralité. Oui, comme vous dites, on voit la théâtralité. On voit en tout cas la mise en scène que les Khmers rouges imposaient à leurs victimes. Je t'ai vu à Saigon. Tu travailles pour les Américains. J'ai jamais été à Saigon. Je travaille pas pour les Américains, je peux te le prouver. Vous appartenez à cette école où, avant d'être metteur en scène, on était premier assistant. Et vous avez été premier assistant de gens prestigieux, hein, Michel Deville, Chabrol, Francis Giraud. Qu'est-ce qui vous reste du travail avec ces grands cinéastes qui vous servent aujourd'hui dans votre métier? Il reste quelque chose de chacun. Francis, c'est l'obsession du matériel qu'il lui faut pour monter. Et c'est pour ça qu'il faisait des plans. Il faisait ça, avec Amor, ces trucs, voilà. Et nous, avec la script que j'aimais beaucoup, souvent on disait, bon, on essaie de lui dire, mais ça va, il dit non. Mais si je prends l'exemple de Volker Schlendorf, c'est Jamais content, où toujours on recommence. Chabrol, une certaine sûreté, l'habitude, le goût de ça, la rapidité. Il n'est pas là pour préparer, il ne vient pas en avance, il arrive à l'heure, il prend le viseur, il regarde, il dit on va faire ça, après on fait ça, il définit les plans et il va bouffer ou jouer aux échecs. Qu'est-ce que la pratique de la photo vous a enseigné? Le sentiment, quand je suis sur un plateau, d'être à la maison, de ne pas être encombré avec cet objet, au contraire de le connaître. J'avais acquis en tout cas l'idée ou le goût du cadre. Parce que j'ai passé 1 ou 2 ans à cadrer d'un appareil photo, et puis je savais ce que c'était qu'une profondeur de champ, quand même. Je savais ce que c'était qu'un diaphragme, une vitesse, enfin plein de choses. Et surtout de regarder la vie à travers un appareil. Est-ce qu'un bon cadre en photo est aussi un bon cadre au cinéma? Pas forcément, parce que la grande différence, c'est le mot kino, c'est le mouvement. Le cadre de cinéma, il faut être toujours prêt à ce qu'il bouge, à qu'il ne soit pas fixe. Il peut démarrer fixe et puis il peut s'emballer parce que vous avez décidé de faire un panneau, parce que quelqu'un entre dans le cadre et vous entraîne, parce que quelque chose dans le cadre vous intrigue et vous allez le chercher. Mais c'est pas les mêmes cadres, parce que celui-là, il faut toujours être prêt à ce qu'il a envie de bouger. Je crois que c'est l'opérateur Edwin Schuftan, je crois, grand opérateur hollywoodien, qui disait... le cinéma, il faut créer des niveaux dans une image. L'écran est plat, mais pourtant on a l'impression qu'il y a du relief. Pas besoin de 3D pour ça. Il dit le cinéma, c'est ombre, lumière, ombre, lumière, ombre, lumière. Pourquoi filmez-vous? J'aime bien le prisme que donne une caméra ou un appareil photo vers le réel ou des gens ou des choses à saisir. J'aime raconter des histoires. J'aime les filmer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le travail d'équipe. Ciné, séries et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Mais vous le savez, nos rencontres, nos découvertes, nos pépites sont à voir et à revoir quand vous le désirez, sur OCS Go notamment. D'ailleurs, la semaine prochaine, on vous prépare un petit best-of cousu humain que vous pourrez savourer sans modération entre 2 coupes de champagne. Bref, toute l'équipe vous souhaite de très très jolies fêtes de Noël. Salut!
it up.